l'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Raphaël Yorka. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Journal cet après-midi. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès et vous publiez un essai absolument passionnant intitulé Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français, une coédition édition de l'Aube et Fondation Jean Jaurès. Vous y montrez comment les marques autour desquelles s'est bâtie ces dernières décennies une nouvelle forme de capitalisme libéral, comment ces marques se sont imposées comme de nouveaux producteurs de récits nationaux, comment elles contribue à forger par petites touches et selon des logiques pas toujours parallèles le sentiment national français. Raconter la France, Raphaël Yorka, raconter les Français, c'est avoir le pouvoir sur les esprits. Effectivement, c'est une bataille des imaginaires et donc moi c'est ça qui fait un peu le lien entre mes différentes productions de bouquins où j'ai bossé d'abord sur le politique traditionnel, sur Macron, sur l'extrême droite, sur la marque Macron, effectivement. Quelqu'un ce matin m'a dit tu clôt ta trilogie sur les imaginaires. J'ai trouvé cette formule assez belle. Donc effectivement, alors en vrai, ce bouquin, il solde 5 ans de boulot. Moi, ça fait 5 ans que je travaille de manière un peu interrompue sur cette question du rôle des marques dans la société. D'abord en agence de communication, je l'ai vu de près. Comment est-ce que les praticiens de la communication faisaient pour produire des discours et des récits nationaux. Et aussi d'un point de vue... Avec cette ambition clairement affichée à chaque fois ? Ou en tout cas régulièrement pour ces grandes marques? Alors oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est très intéressant de réaliser. C'est-à-dire qu'on a totalement changé d'époque par rapport à l'époque décrite par Frédéric Becbédé dans son bouquin à succès 99 francs. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des agences qui sont habitées par des sortes d'artistes en devenir ou d'artistes en herbe qui voulaient faire de la publicité, des productions artistiques. On est de plus en plus dans des agences de publicité avec des politiques en herbe, c'est-à-dire qui ont parfaitement conscience que les productions d'imaginaire par la publicité ont des effets politiques. On est presque dans un travail de sociologie finalement. Alors c'est pas la sociologie parce que j'en ai pas du tout la casquette. Moi j'ai plus une casquette de communicant et plutôt d'étude du langage parce que moi j'ai fait 4 ans de thèse sur le discours politique des marques. Thèse que je n'ai jamais terminée parce que précisément je n'avais pas ce fil rouge du roman national et je pense que c'est un peu la thèse que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que je pense qu'autour de cette question du roman national, c'est la façon dont une nation se narre elle-même, la narration romancée qu'une nation se fait d'elle-même, qui a longtemps été l'apanage du politique, des historiens, des grands écrivains, en tout cas en France. Je me suis rendu compte que de plus en plus d'acteurs marchands, donc des marques commerciales, s'emparaient de ce récit national, de ce roman national. Et j'ai trouvé que c'était une façon de raconter l'époque, en fait. Et c'est aussi le reflet d'un sentiment de vacuité de la parole publique, non pas dans son ambition de répondre aux problèmes du quotidien, mais dans sa capacité à mettre en récit l'aventure collective qui nous unit en tant que nation. C'est la grande thèse du livre, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, s'intéresser à la puissance du roman national des marques, c'est s'intéresser en creux et en miroir à la faiblesse de celui proposé par les hommes et femmes politiques. En fait, tout part d'une étude qu'on a lancée avec l'Institut de sondage IFOP, qui posait une question très simple. Qui, selon vous, raconte la France ? Et on proposait une liste de 10 acteurs, 10 types d'acteurs, des hommes et femmes politiques, bien sûr, des journalistes, les écrivains, les intellectuels, les marques. Et alors, il y a 2 enseignements principaux. Le premier, c'est que c'est la 11e option qui apparaît en numéro 1, c'est l'option personne, et de manière écrasante. Donc, le premier enseignement... chez les gens les moins diplômés. Absolument. C'est-à-dire que cette perception d'un déficit de compteurs nationaux, elle est d'autant plus marquée qu'on est moins diplômé. Donc ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, qui est vertigineux, c'est le déclassement symbolique de la fonction politique. C'est-à-dire que les hommes et femmes politiques sont en queue de peloton, en bas de classement. Il y a seulement 11% des Français qui leur reconnaît leur capacité à porter un discours cohérent sur c'est quoi être Français aujourd'hui, qu'est-ce qui nous tient ensemble, vers quel horizon commun on se dessine. Et ça, c'est vertigineux parce que moi, je considère, et je cite beaucoup d'auteurs qui l'ont pensé bien mieux que moi avant moi, qui considèrent que l'une des fonctions du politique, c'est précisément de produire un récit qui nous tient ensemble. C'est pas juste une fonction électorale, c'est pas juste gagner les élections, c'est pas juste mettre en place des politiques publiques, c'est produire un récit cohérent, enthousiasmant, qui réordonne ce réel qui est si bordélique, qui est si compliqué à comprendre dans un monde totalement éclaté, où la classe moyenne, on dit qu'elle n'existe plus. Et alors que beaucoup de conteurs populaires ont disparu, vous le rappelez dans le livre de Jean-Pierre Parnaud à Johnny Hallyday, ceux qui touchaient la France, ceux qui permettaient de mettre la France en récit pour une partie de la population ont disparu. Je trouve qu'il y a 2 signaux faibles qui permettent de mettre le doigt sur cette difficulté à trouver aujourd'hui des émetteurs
unificateur sur ce qui signifie être français, c'est d'une part tous les hommages nationaux rendus à toutes ces grandes personnes de la télévision, de la Johnny Hallyday, de la musique, du sport qui sont décédés. Belmondo. Et d'autre part, peut-être plus dernièrement, la multiplication de biopics réalisés par des plateformes de streaming comme Netflix, je pense à Bernard Tapie, je pense à Brigitte Bardot, qui sont des façons de rendre hommage à des figures qui ont pesé quelque chose dans l'imaginaire français, mais qui aujourd'hui ne sont plus. Donc je trouve que là, on est en panne, non seulement de récits, on va y venir, mais panne d'émetteurs. C'est-à-dire qui aujourd'hui raconte la France dans ce qu'on décrit souvent comme une société française archipélisée, de moins en moins de personnes, et c'est bien le problème. Et face à cette demande insatisfaite, face à cette souffrance narrative, pour vous citer Raphaël Yorka, vous expliquez qu'il y a plusieurs conséquences, notamment la recherche de figures de substitution qu'on va notamment chercher parmi les acteurs de la société de ricanement. En quoi, par exemple, puisque vous vous arrêtez sur lui, un Cyril Hanouna raconte mieux la France, raconte mieux les Français que des politiques pour une partie de la population? Alors, je dis pas qu'il raconte mieux. Ce que j'essaie de raconter, c'est que le vide laissé par le politique laisse un espace béant dans lequel s'engouffrent tout un tas d'autres acteurs qui ont compris qu'il y avait quelque chose à exploiter. Parmi ce que j'ai appelé moi la constitution d'une nouvelle géographie narrative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de nouveaux conteurs qui s'emparent de cette discipline qu'est le récit national, il y a d'abord les humoristes. C'est l'un des enseignements du sondage, c'est-à-dire que quand on demande aux Français qui pour vous raconte le mieux, les Français, non pas le pays, mais les Français, dans leur quotidien, leurs aspirations, leurs inquiétudes, leurs problèmes, leurs tracas, en numéro 1, ce sont les humoristes. Donc il y avait un premier enseignement avec un biais très particulier. C'est-à-dire celui de l'humour. Ah oui, absolument. Oui. Et donc du second degré et de la critique parfois. Et c'est là où j'en viens à Cyril Hanouna, ce que j'ai appelé avec Jérôme Fourquet la société du ricanement. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, je pense, pour expliquer la place qu'il occupe dans le paysage, non seulement médiatique, mais à mon avis dans le paysage politique français, c'est qu'il a décidé de faire de son émission quotidienne TPMP un espace où viennent se raconter au plus proche, selon lui, du vécu, de la réalité quotidienne des Français qui ne se font pas, qui sont comme des angles morts de la façon dont les autres médias, dont les hommes et femmes politiques, dont les marques commerciales ne le racontent pas. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette capacité, en fait, très populiste. Je cite le bouquin qu'il a écrit avec Christophe Barbier, Ce que m'ont dit les Français. Bon. Il le dit lui-même. Il dit, j'ai voulu être le porte-voix d'une partie de la France. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de se rendre compte que je suis pas en train d'accréditer la thèse de Cyril Hanouna, mais simplement en train d'observer froidement que quand il y a un vide laissé par le politique, ça laisse l'espace à d'autres figures. Alors ça peut pour le meilleur et souvent aussi pour le pire. Raphaël Yorka, il nous reste 1 minute. Vous citez et vous étudiez le récit proposé par plusieurs marques, Renault, la SNCF, la Française des Jeux ou encore Air France. Prenons-en un, celui de votre choix pour... Renault me semble très intéressant. Donc le constructeur automobile qui a compris qu'il ne fallait pas simplement vendre du made in France, c'est-à-dire l'appartenance géographique, mais je cite du made of France, traduction fait d'esprit français. C'est-à-dire que pour vendre des voitures, on ne produit simplement pas une voiture au sens d'inscription dans un territoire, mais d'inscription dans un territoire narratif, culturel, et il va raconter sa propre vision de la France, notre ode à la France. Face au Dutch Qualita. Absolument. Et donc là, on voit bien qu'il y a sur la scène internationale une bataille d'imaginaire, une bataille de récits entre des constructeurs et des marques qui, pour exister, ne produisent pas simplement un récit globalisé sur le capitalisme mondial, mais au contraire, des fiertés d'appartenance culturelle, historique de tel ou tel pays. Merci beaucoup Raphaël Yorka d'avoir été avec nous pour nous présenter cet essai passionnant publié en coédition avec les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès. Ça s'intitule Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. Interview à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci encore Raphaël Yorka d'avoir été avec nous. Très bon après-midi et à très bientôt sur Radio J.